Bonjour à tous, bonjour. Donc, je vous propose que l'on démarre. Est-ce que quelqu'un dans la conversation, dans le chat, peut m'indiquer si vous m'entendez, si tout va bien, de façon à ce que je démarre? Allez-y, dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez. Voilà, donc j'attends quelques instants. Voilà, merci Nathalie. Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous propose que l'on démarre aujourd'hui un webinaire sur un sujet qui est d'actualité depuis des années. C'est dans le cadre de la conduite des changements, comment renforcer la capacité des managers. Et je vous propose pendant une heure d'échanger, de partager des éléments, des retours d'expérience, des points clés. À plusieurs moments, je vous solliciterai, hein. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à demander des choses, à partager des attentes. Je suis Jérôme Boquet. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn où je publie régulièrement des éléments sur le management, le changement, la pédagogie, etc. Vous pourrez recevoir ma présentation à l'issue de ce webinaire et je vous propose que l'on démarre tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est dans la conversation, dans le chat, hein, c'est de mettre, si vous avez un point, une attente, un sujet particulier que vous aimeriez que l'on traite ensemble, sachant que je vais prendre les réflexions au fur et à mesure, de ce webinaire et puis je garderai du temps à la fin pour échanger, partager. Sachant que le sujet qu'on va couvrir est un sujet extrêmement large, j'ai en même temps, mis des éléments de réflexion qui sont importants et je vous partagerai à un moment donné quelque chose qu'on a formalisé au fil des années et dont on se sert quand on accompagne, quand on veut renforcer des managers dans la réussite des changements, hein. Donc, il y aura en même temps un côté partage, un côté échange et puis un côté très opérationnel. Alors, en quelques mots, je vous présente Ecos Concept, qui existe depuis maintenant de nombreuses années et que j'ai créé. On intervient sur plusieurs dimensions. Les moyens qu'on va utiliser, on est des spécialistes de la pédagogie, de la gamification, du digital, mais qui sont des moyens. Et on intervient pour nos clients sur des formations autour du management, de la relation client, de la conduite de projet, de la réussite des priorités. Et actuellement, les grands sujets qu'on nous demande le plus sont ces 4 sujets et ceux que j'ai mis en jaune sont les 2 dont je vais parler aujourd'hui, hein. Manager dans l'incertitude, hein, parce qu'effectivement le changement, c'est de l'incertitude par rapport à là où on va aller, dans un contexte qui lui-même est incertain. Et puis, le deuxième point, c'est réussir les projets et les transformations et on va voir que les managers sont des relais extrêmement importants à condition de les renforcer. Alors, si on regarde, si vous voulez aller, c'est le 8e webinaire que j'enregistre. Je vous ai mis les 4 autres qui sont en lien avec ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc, allez sur notre chaîne et vous pourrez visionner des éléments. Donc, à certains moments dans le webinaire, donc je vous mets le nom de la chaîne, à un certain moment dans le webinaire, je parlerai de ces autres webinaires. Je vous conseille à ce moment-là de vous y rendre ultérieurement. Donc, on a passé au management adaptatif et vous allez voir, je vais revenir sur ce qui doit changer dans le management. Renforcer la résilience des collaborateurs. Alors, dans ce webinaire, je parle des collaborateurs, mais ça concerne aussi les managers. En haut à droite, par rapport à l'IA qui arrive, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour faire en sorte que ça s'intègre dans le quotidien. Et puis, un point très important, c'est comment renforcer l'autonomie des équipes, qui n'est pas l'indépendance. Et dans un monde où on a de moins en moins de facilité à se parler et à échanger, c'est important de faire évoluer ces pratiques managériales. Autre webinaire que j'ai animé, un webinaire autour du projet, la réussite en commun des projets. Pareil, vous retrouverez des éléments en lien avec ce que j'ai présenté aujourd'hui. Et puis un élément très, 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 très important pour tout le monde, c'est comment aider ses collaborateurs et soi-même à prioriser dans un monde qui bouge. Et le dernier webinaire, celui de janvier, concernait les tuteurs. Comment, renforcer les tuteurs qui sont des personnes extrêmement importantes dans le fait de faire monter en compétence des personnes qui arrivent. Et donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur les managers dans la réussite des changements. Alors si j'avance un petit peu, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sujet-là? C'est un sujet d'actualité. On a actuellement beaucoup de changements, hein. Ça bouge, ça part dans tous les sens. Il y a un acronyme, qu'on utilise. Alors moi, je préfère VICA à BANI, qui est un autre acronyme, mais
Le monde est volatile, c'est-à-dire aujourd'hui on est leader, demain on peut disparaître. Il faut régulièrement se remettre en question. C'est incertain par rapport à là où on va aller et ce qui se passe. Chaque action a des effets sur d'autres actions et on verra que dans la conduite du changement, c'est important d'identifier ce qu'on appelle les effets ou les impacts. Et enfin, c'est un ambigu car de plus en plus, on a des changements qui changent. Dire, on est parti vers une direction et puis patatras, on doit changer de direction, on revient en arrière et cetera et ça va être important d'habituer, les managers et les équipes à changer dans le changement et donc par rapport à ça, si on regarde, j'ai repris une étude, qu'a fait il y a quelques années Ernst Young, donc en 2021 et quand on regarde la réussite des projets, des transformations, oui, les enjeux, les objectifs et le projet, c'est important. Mais si on rajoute la conduite du changement et l'accompagnement des acteurs, les chances de réussite sont multipliées par 2,6 fois, hein, et on va bien voir que le manager, la manageuse, elle est au contact des équipes et c'est elle ou lui qui va accompagner ses équipes, mais aussi elle-même ou lui-même dans ce changement, hein. Donc aujourd'hui, si on regarde les différents acteurs, on a les commanditaires, les équipes projets, les agents du changement, les équipes et cetera et on va se focaliser sur le manager sachant qu'il a un relais entre la direction et les équipes, qui va être en lien plus ou moins avec les équipes projet et qu'en même temps, le changement est l'occasion de renforcer son leadership et en même temps, c'est un moment très important parce que soyons clairs, c'est durant les moments de tension et les changements que l'équipe se fait une opinion durable de son manager. Et donc, il y a beaucoup d'éléments à travailler pour faire en sorte que les managers soient à l'aise et plus à l'aise. Alors, beaucoup le sont déjà, hein, mais même les personnes qui le sont déjà bénéficieront du fait qu'on renforce leurs compétences. Alors, ce que je vous propose avant qu'on aille plus loin, c'est on va voir les changements et quand on regarde les changements, hein, c'est passer de A, la situation actuelle, à A', il y a un léger changement, à AB, on retrouve des éléments actuels et des éléments futurs. B, des éléments sont nouveaux, voire même la situation est très différente d'avant, ou alors on est parti de A et en avançant, ça va bouger. Et donc, ce que je vous propose, c'est de mettre dans la conversation, dans le chat, quels sont les changements auxquels sont confrontés vos managers. Ou vous, en tant que manager, sur quel changement êtes-vous amené à intervenir. Donc, allez-y, je vous propose dans la conversation hein, de mettre ces éléments. Donc, oui, effectivement, Sylvie, je partagerai le diaporama. Vous y aurez accès après ma présentation. Donc, allez-y, quels sont les changements de façon à ce que je revienne dessus si vous le souhaitez après. Voilà, je laisse quelques instants. Alors, vous qui regardez en replay, prenez aussi le temps pour vous dire. Donc, alors, je vais le dire au fur et à mesure. Changement organisationnel au sein d'une même équipe, effectivement. Hein, donc, on peut avoir des changements dans l'organisation. Alors là, je vois quelque chose voilà, donc l'arrivée de l'IA, hein, l'arrivée de l'IA, alors ça peut être l'IA comme ChatGPT, comme ça peut être des applications qu'on utilise avec des éléments d'IA, changement d'équipe, changement d'organisation, volatilité de la demande client. Effectivement, hein, les clients, nous en tant que clients, on est très exigeants, on veut le beurre et l'argent du beurre, comme on dit, etc. L'IA, rachat par un groupe, intégration de nouvelles technologies, oui, digitalisation de leurs pratiques et souvent et on le verra, hein, on peut croire que parce qu'on a des jeunes générations qui sont à l'aise avec leur smartphone, ils sont à l'aise dans le fait de changer de pratique digitale, pas forcément. Changement des attentes, oui. J'ai accompagné récemment des personnes qui, pendant des années, on les avait habituées à répondre aux demandes et on leur demandait d'être proactives. Et ben, c'est un vrai changement de pratique. Oui, formation digitale, restructuration, posture d'expert, oui, vers posture de coach pilote. Hein, j'ai été manager parce que j'étais la personne la plus compétente, la plus experte à un moment donné dans mon métier. Et là, maintenant, je dois accompagner, piloter des personnes qui ont peut-être des compétences que je ne maîtrise pas ou des nouvelles compétences. Alors, manque de visibilité de la stratégie du groupe, ça, c'est un grand classique. Hein, ou alors, la stratégie, elle est là, mais elle est tellement stratosphérique qu'on se demande comment on va faire ambition 2025, ambition 2030. OK, management hybride. Voilà. Donc, je vous propose de continuer à partager et je vais avancer. Si on regarde, si on prend un peu de recul, on a 2 choses. On a managé des changements, hein, le changement lui-même et on a changé le management.
hein, et changer le management ne veut pas dire tout changer. Il y a plein de managers, qui finalement se rendent compte, après avoir posé leurs pratiques, qu'il y a plein de choses qu'ils faisaient déjà sans l'avoir formalisé. Mais on retrouve l'incertitude, l'hybride, hein, moi, en mars 2020, ma vie a changé et j'ai dû accompagner, on a dû accompagner chez EcoSconcept entre 4 à 5 000 personnes ces 3 dernières années et pour certains managers, ça a tout changé. Pour d'autres, bah, ça a peu changé pour eux, mais ça a changé pour des personnes de l'équipe. On a effectivement l'IA, on a la fameuse génération Z, hein, qui, oui, change certains repères, mais qui a quand même beaucoup de choses qui font que bah, la génération Z, ils veulent des managers qui managent, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui managent déjà. Le collaboratif aussi, le transversal, désiloté, travailler en multi-projets, en multi-équipe, amène des tensions et des façons de faire qui sont assez différentes de je travaille avec mon équipe sur les mêmes sujets. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on avance un petit peu et je vais répondre aux différents éléments. Je vais vous donner des repères. Alors, nos managers doivent gérer de nouvelles générations dont les attentes et les valeurs travail ont changé. Oui, les plus jeunes veulent des résultats et des satisfactions plus rapides, mais aussi dans l'hybride. Après tout, me demander de venir au bureau pour me retrouver tout seul à mon bureau, à travailler sur un ordinateur ou à partager avec des gens à l'autre bout de la planète, il y a une bonne question à se poser de pourquoi venir au travail, hein. On parle beaucoup d'engagement, il y a toujours autant d'engagement, simplement le retour sur investissement doit être plus rapide et on doit donner du sens. Autrement dit, je vais vous donner un scoop, les jeunes, ils veulent des managers qui managent, hein, d'accord? Et c'est difficile pour les managers actuels et on le verra, car souvent ils manquent de temps. Alors, si j'avance un petit peu, si on regarde, on a 4 grandes dimensions. Il y a du pourquoi. On va demander aux managers de donner du sens à des changements. Alors, quelquefois, les managers ont accès au sens. On leur a expliqué, changé, partagé. Puis, quelquefois, ils doivent donner du sens à des changements qui en manquent. Mais c'est important pour l'être humain, c'est important pour les équipes, c'est important pour les managers d'avoir du sens par rapport à ce qui se passe. Pourquoi on le fait, vers quoi on va, quel sens ça a de changer. On a après le qui, accompagner les personnes. On a après assuré le bon fonctionnement, hein, les process, et cetera et attention, soyons réalistes, tout en préservant les objectifs actuels et les objectifs du changement. Et donc, on va retrouver par rapport à ça, hein, être capable dans un changement de développer, de maintenir son leadership et d'atteindre les objectifs en préservant le collectif et les relations individuelles à moyen et long terme. Parce qu'on va être aussi sur comment éviter de cramer son équipe, hein, ou que son équipe se retrouve cramée. Il y a maintenant une succession de changements, de projets, d'activités qui arrivent et le rôle du manager, on en travaille beaucoup sur renforcer les managers, sur la capacité à bien savoir dire non à toutes les demandes qui arrivent, sans tout en préservant leur avenir professionnel, leur emploi et la santé physique et morale et mentale de leur équipe. Alors, si on regarde, ce que je vous propose, c'est de revenir un petit peu, mais si vous souhaitez aller plus en détail, j'ai fait un webinaire sur le management adaptatif, donc je vais juste présenter quelques éléments. Heu, on aura toujours les fondamentaux du management et les fondamentaux, c'est pas des basiques, hein, quand on nous demande de renforcer les managers, revenir sur les fondamentaux, c'est un peu comme revenir, sur les gammes pour un musicien ou sur les gestes de base pour un sportif. C'est jamais mauvais de revenir sur les fondamentaux si on les prend non pas par la théorie, mais par la pratique et on a eu un client qui s'est demandé de rendre que ses managers deviennent agiles et quand on a regardé déjà les pratiques managériales, fallait déjà qu'on revienne sur les fondamentaux avant d'aller sur l'agile. C'est-à-dire si déjà sur les fondamentaux, ils ne sont pas présents, ça ne sert à rien de rajouter des éléments supplémentaires. Puis on aura après des éléments nouveaux qui vont être bah, manager à distance, manager en non hiérarchique, management transversal, qui vont être des éléments, mais qui amènent à ce qu'on ait déjà un management qui soit adapté à ce qui est recherché. Et puis, un élément qui va être très important, c'est de travailler sur aujourd'hui, hein, et les équipes attendent des managers d'être accompagnés, d'adapter, et pas forcément uniquement de s'adapter, parce qu'il y a beaucoup d'équipes où par manque de temps, on continue à s'adapter, on est toujours en situation post-Covid. Moi, j'ai rencontré, enfin, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit: «Mais ça fait 3 ans et demi, 3 ans qu'on n'arrête pas, qu'on n'a pas le temps de se poser». Donc ça va être s'adapter, mais aussi adapter aujourd'hui et ça va être aussi, bah, préparer son équipe pour demain, pour après-demain et renforcer la capacité à. Donc là, je vous conseille de voir le webinaire sur renforcer la résilience des collaborateurs. Vous retrouverez des éléments, hein, des éléments importants.
Voilà, donc, maintenant, contrairement à ce que je fais d'habitude, où je finis en présentant les actions qu'on a, je vais vous présenter rapidement les actions qu'on met en place chez EcoSconcept, ne serait-ce que pour vous expliquer après, tout ce que je vais vous présenter, d'où ça vient, hein. Le voilà, on intervient sur 3 dimensions, mais comme beaucoup de personnes, dans cet univers. La réussite du changement, bah, ce qui va changer dans le management et un changement en particulier, hein. Par exemple, passer au flex office va amener à travailler sur c'est quoi de travailler en flex office, hein, qui lui-même est un changement et qui va amener à ce qu'un manager change ses pratiques. Et quand on intervient, ce qui est intéressant, c'est qu'on est des formateurs, mais on accompagne aussi les personnes. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand on prend une équipe de managers, alors du même niveau hiérarchique ou plusieurs niveaux hiérarchiques, et qu'on les accompagne par rapport à un changement sur lequel ils travaillent. Et là, on va intervenir aussi bien pour renforcer la façon dont ils conduisent le changement que sur leur pratique managériale. Il y a après les formations actions. C'est-à-dire, on va prendre des managers de la même entreprise, on travaille qu'en intra-entreprise, et on va les faire travailler sur les changements qui les concernent. Et dans la majorité de nos formations management, on va mettre des éléments sur le changement. Dans la gestion des conflits ou des tensions, on va mettre ce qu'on appelle les réactions au changement. Il y a beaucoup de tensions et conflits dans les équipes qui viennent du fait que dans un changement, les repères évoluent. Donc, c'est important d'identifier quelles sont les réactions et comment mettre en œuvre. Et puis, on va intervenir aussi, et c'est super intéressant, sur des ateliers thématiques, sur un sujet, mais aussi des ateliers collaboratifs. On va prendre l'ensemble d'une équipe et les faire travailler sur, par rapport à ce qui change, comment faire. Ça, c'est au niveau synchrone, que ce soit à distance, en classe virtuelle ou que ce soit en salle. On intervient aussi depuis des années sur des capsules pédagogiques en asynchrone, en digital. Et puis, il y a 7 ans, j'ai noué un partenariat avec Youno, hein, qui est un des leaders français de la formation, à distance. Et c'est moi qui ai créé et qui anime, par exemple, le parcours «Manager le changement». Hein, pendant plusieurs semaines, les participants avancent sur des modalités pédagogiques en asynchrone, des vidéos, des exercices. Et moi, j'anime des classes virtuelles, je réponds aux questions et je partage. Ce qui me permet de rencontrer un grand nombre de participants différents et de voir des changements très différents. Et puis, dernier point, et je vais revenir, ça va être aussi important de renforcer les managers. Alors, ça peut être créer des kits de formation que nos clients vont déployer, comme ça peut être créer des modalités pédagogiques qui vont permettre, par exemple, d'accompagner un passage à SAP, et cetera. Donc comment on va équiper les managers ou les relais sur le fait d'accompagner les équipes et les managers. Voilà, donc c'était pour vous présenter ce que l'on fait. Maintenant, je vais vous donner des repères par rapport à ce que l'on peut faire et ce que l'on devrait faire. Alors, est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant? Est-ce que je vous ai pas perdu? Est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est un webinaire, mais moi j'aime bien voir, je vous vois pas, hein. Ouais, je regarde, Anne dit: «OK, très bien, super». Et moi, je suis arrivé à la combi du changement, EcoSconcept, on a démarré, hein, il y a une vingtaine d'années, où justement on nous avait sollicité pour faire des kits de formation. Et c'est en travaillant sur le sujet qu'on s'est rendu compte, bah, quand il y avait certaines choses qui étaient faites, ça aidait les changements, et quand il y en avait d'autres qui n'étaient pas faites, ça n'aidait pas. Donc on est venu par la pratique. Alors, donner du sens au changement, c'est quoi exactement? Donc vous allez avoir le pourquoi est-ce qu'on le fait, mais aussi, finalement, après tout, ça peut être très différent si le changement est une décision qui est faite par l'organisation, si le changement vient d'un changement dans l'environnement, changement de réglementation, arrivée d'un concurrent, arrivée d'une nouvelle technologie, ou si à un moment donné, moi en tant que manager, j'identifie que dans mon équipe, il y a besoin quelque part de réorganiser certaines choses. Et je vais revenir dessus, mais très souvent, on communique beaucoup sur le quoi et sur le comment, et on oublie, et dans énormément de communication, de parler du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on change? Vers quoi on va aller? Ce qu'on va gagner? Ce qu'on va aussi peut-être éventuellement perdre? Et après, comment concrètement on va y arriver ensemble? Hein, très souvent, c'est voilà l'objectif et voilà comment on va y arriver. Alors, je continue, ça a l'air d'aller. Alors maintenant, avant de donner des clés, je reviens sur quelques éléments sur les effets pour un manager. Imaginons, je suis un manager, j'étais tranquille, j'étais peinard, la situation n'est pas idéale, mais on la connaît. Et puis à un moment donné, je décide ou on décide que ça change, hein.
Et quand ça change, il va y avoir un terme qui est important à connaître, ça s'appelle la vallée du désespoir. Alors je sais, c'est pas un terme extrêmement vendeur, mais c'est le moment où, quoi qu'on ait fait, on va perdre nos repères. Hein, je vais sur un nouvel outil, on s'est formé, on l'a préparé, on a fait plein de choses, mais à un moment donné, entre quand on s'entraînait et dans la vie réelle, il y a toujours un écart. On découvre à ce moment-là qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas prévus. Hein, on découvre qu'on va moins vite. Vous arrivez le soir, il est 11 heures du soir, vous avez loué une voiture de location, vous arrivez sur le parking, il pleut, et à ce moment-là, c'est un modèle que vous ne connaissez pas. Mais vous dites, mais comment je le démarre, mais comment j'allume, etc. Ça s'appelle la veille du désespoir. Puis au bout de quelques temps, à force de rouler avec ce nouveau véhicule, vous allez apprendre à vous en servir. Ça peut durer quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. D'accord? Alors, quelquefois, ça remonte rapidement. C'est-à-dire, effectivement, la vallée du désespoir est courte, l'écart était pas très grand, il a été fait des choses pour que, et très vite, on va retrouver, des nouvelles habitudes où, on va se dire que finalement, bah, c'était bien avant, mais actuellement, c'est pas mal aussi. Alors le risque, c'est que, bah, quelquefois, si on fait rien, bah, ça remonte lentement, voire même ça descend très bas, hein, et ça va avoir un effet majeur sur le manager et sur son équipe. Alors, dans certains cas, c'est vraiment la loose, ça remonte pas. C'est pire qu'avant, hein, le changement a été lancé, il a été mal géré, tout le monde est perdu et souvent on fait machine arrière en laissant un sentiment que le changement, c'est dangereux et ça ne marchera pas, d'accord? Mais très souvent, parce que les acteurs font des efforts, au bout d'un moment, ça passe et on revient à l'état d'avant. Et par exemple, je regarde par rapport au management hybride, beaucoup d'équipes qui étaient passées à distance, qui étaient passées en télétravail ou autre, bah, finalement, tout le monde a retrouvé une certaine façon de travailler. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas besoin de faire un retour d'expérience, de se dire: «OK, mais maintenant 2, 3 ans après, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on fait évoluer? Qu'est-ce qu'on change?» Et le risque, c'est que, bah, il y aura d'autres changements, ça va continuer et alors là, je vous conseille de regarder, le webinaire sur la résilience dans lequel je reviens plus en détail. En fonction de ce qu'on va faire, ça va laisser un sentiment très différent. C'est-à-dire que si on a enchaîné les changements mal gérés, ça va être la descente aux enfers. Et c'est vrai qu'un manager qui a une équipe dans lequel les 8 changements précédents ont été mal emmanchés, ça s'est mal passé, ou les changements réussis, on n'en a pas parlé. Moralité, on a tous l'impression dans l'équipe qu'on n'en est pas capable. On fera des actions différentes d'une équipe qui a eu une dynamique de réussite. Hein, donc, en aucun cas, le but, c'est d'avoir une baguette magique, mais c'est de mettre en place des actions qui vont faire qu'on va augmenter la capacité et le sentiment d'efficacité personnelle et collectif des managers et des équipes. Et j'y reviendrai tout à l'heure, très souvent, on ne capitalise pas sur les réussites. Quand ça marche bien, on n'en parle pas. Et quand ça ne marche pas, on parle du fait que ça ne marche pas. Et donc, il y aura un effet très important pour renforcer les managers de partir déjà de ce qu'ils ont réussi et on est tous des champions du monde du changement. En tout cas, on a vécu des expériences de changement et il y a des choses à capitaliser. Donc, plutôt que de réinventer la roue, autant partir de ce qui se fait déjà. Alors, maintenant, et vous êtes venus pour ça, comment faire concrètement pour renforcer les managers? Et donc, je vais vous partager les 4 étapes. Alors, c'est quelque chose, je l'ai créé il y a des années en m'inspirant de différentes méthodes et d'outils parce que des livres sur le changement, la conduite du changement, la réussite du changement, la psychologie du changement, le changement part en vacances, le changement fait du ski, enfin, il y en a énormément. C'est super intéressant, mais ce qui va être important, c'est d'avoir un cadre et puis qui soit simple à mettre en œuvre, hein, pour des personnes dont le changement n'est pas le métier. Hein, quand on est change manager, c'est clair qu'on va aller plus en détail. Quand on est manager, on doit avoir des repères qui vont permettre de comprendre ce qu'on a à faire, de le faire pour soi et de le faire pour d'autres personnes. D'accord? Donc, ce que je veux vous partager, c'est des choses qu'on utilise. Hein, alors, il y a des choses sur lesquelles je vais rester discret parce que ce sont nos tours de main, nos façons de faire particulières. Puis il y a des choses que je vais vous présenter parce que c'est des choses que vous pourrez utiliser. D'accord? Alors déjà, avant de rentrer dans les 4 étapes, hein, un point extrêmement important, ça va être on va faire tout ça pour renforcer les managers parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le la conduite du changement, c'est un moment où un manager ou une manageuse peut peut renforcer son leadership. OK,
il y a la tempête, c'est pas évident, mais il ou elle a su, malgré les difficultés, nous amener le plus loin possible. C'est ce qu'attendent les équipes, hein. C'est pas qu'on fasse des miracles, c'est ni qu'on résiste au changement, ni qu'on soit d'accord avec tout. C'est avant que ça soit décidé, de faire en sorte de faire évoluer ce qui est prévu et une fois que c'est décidé, de faire en sorte que ça se passe au mieux. Et en mettant en place des actions, c'est l'occasion de renforcer son leadership. Le deuxième point, ça va être d'être plus à l'aise pour savoir négocier avec les parties prenantes. C'est important de savoir communiquer auprès d'une direction, d'une équipe projet, de partager, de faire remonter des éléments, hein. Et puis, point très important, ça va être de déterminer quels sont les éléments importants parce que la vallée du désespoir, c'est souvent que pendant le changement, l'activité continue. C'est-à-dire on ralentit pas, hein, et quelquefois de faire remonter et d'obtenir le fait que temporairement, il y aura un allègement de certaines choses pour avoir le temps de se mettre sur des nouvelles choses, fait toute la différence. Alors on n'obtiendra pas, heu, forcément que tout s'arrête pendant 15 jours, mais si on peut profiter d'un moment où il y a moins de choses, où on sous-traite certains éléments, ça sera plus facile. Beaucoup de changements ratent parce qu'il y a un empilement de changements en même temps et même les gens les plus motivés de la terre, on n'est pas capable de tout changer en permanence. Et un dernier point qui va être important et je vais revenir après dessus, ça va être d'engager dans le changement une personne, ça peut être une personne, ça peut être toute l'équipe et ça peut être aussi soi-même. Hein, ça va être important de prendre conscience que très souvent les managers se positionnent par rapport à leur point de vue. Je trouve ça bien, donc faut y aller. Je trouve pas ça bien, donc faut pas y aller. Alors oui, on a le droit en tant que personne, hein. Moi, je peux considérer que le changement qui arrive, j'y perds, c'est pas ce que je voulais autre. Et on a raison et on va en parler avec son N+1 et cetera. Mais à un moment donné, ce qu'on attend d'un manager, c'est qu'il accompagne son équipe et d'être au clair sur pourquoi est-ce que je suis pour, pourquoi est-ce que je suis contre. Un manager qui est trop pour un changement, risque de ne pas faire d'efforts parce qu'il trouve ça bien. Un manager qui est trop contre un changement et après tout, est-ce qu'il est contre pour des bonnes raisons ou est-ce qu'il est contre sur des principes? Ça sera important d'être au clair. Et enfin, le dernier point, ça va être de renforcer la capacité, hein, j'en parlais tout à l'heure, c'est un des éléments importants, tirer enseignement de ce qu'on a vécu. Un point fondamental avant que je rentre dans les 4 grandes étapes, hein, c'est un point qu'on retrouve dans toutes les situations, c'est qu'on est actuellement, les managers et les équipes, dans l'urgence urgente. On est dans la matrice d'Eisenhower à droite, dans la réactivité, dans le délai, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de or ce qui fera la réussite et on le verra, c'est de se poser pour exploiter le passé, mettre en place des actions et les suivre. Pas se contenter de lancer. Combien je vois de changements où on lance et parce qu'on a plein de choses à faire, on passe à autre chose et finalement on ne va intervenir que parce qu'il y a un problème, hein. Donc on va voir, ça va être un élément important, comment sortir de l'urgence urgente. Bon, alors maintenant que j'ai présenté le sujet, je vais rentrer dans le détail. Voilà les quatre actions, les 4 moments clés que je vous conseille de mobiliser pour renforcer les managers ou pour vous renforcer, vous en tant que manager. Roulement de tambour. Bah, je reprends ce schéma-là et on va voir qu'il y a 4 grandes étapes. Ils sont cadrés, hein, se préparer et préparer, accompagner et adapter, stabiliser et capitaliser, hein, alors et ces 4 éléments, ils sont de bon sens et quand on les présente à des managers, il y a pas de raison pour qu'ils ne se trouvent pas. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est pas de démarrer par le 1, hein. Moi, ce que je vous conseille, c'est de démarrer par le 4. Pourquoi? Parce que le changement est un sujet sur lequel on a tous de l'expérience. Je suis devenu manager, il y a un nouveau dans l'équipe qui est arrivé, il y a quelqu'un, un pilier qui est parti, on a changé d'objectif, on est tous des champions du monde du changement, mais on l'a pas forcément capitalisé nos bonnes pratiques, hein. Donc, quand on accompagne des managers, on part déjà de ce qu'ils ont identifié, de ce qui marche et notre valeur ajoutée, c'est de formaliser un peu tout ça, de faire le tri et éventuellement de compléter ce qui va être nécessaire. Et donc stabiliser, ça va être et on va reprendre, hein, on n'apprend pas en faisant. Ça, c'est un grand retour d'expérience sur la pédagogie. Je peux faire 10 fois le même truc, j'ai vécu une expérience. C'est pas pour autant que j'en ai tiré des enseignements, d'accord? Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors le changement précédent, les 3 changements précédents, les choses différentes. Qu'est-ce que vous avez fait qui a été efficace? Qu'est-ce qui a bien marché?
Le changement s'est peut-être planté, mais qu'est-ce que vous avez bien fait dans ce changement qu'on pourrait capitaliser? Et puis, quelles difficultés vous avez rencontrées et quelles sont les solutions que vous avez eues à ce moment-là ou qu'on pourrait mettre en œuvre? Maintenant, quels sont les enseignements utiles? Bah, tiens, effectivement, bah, c'est important de faire ceci, de faire cela et plus ça va partir de ce qu'ils font déjà, plus ça sera facile pour eux à mettre en œuvre. Et puis ensuite, très rapidement, de travailler sur, bah, maintenant quand on voit ça, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux changements que vous avez déjà et aux changements que vous aurez plus tard? Et c'est ce qui est super intéressant pour l'avoir fait un grand nombre de fois, que ça soit moi ou des personnes de chez EcoSconcept, heu les managers, les équipes qui font ça se rendent compte qu'ils ont des bonnes pratiques, alors souvent non capitalisées, non formalisées, non partagées. Et et quand à la fin de la demi-journée ou de la journée, on a posé, on a mis un cadre, on a mis quelques repères, on a mis de l'ordre dans la recette de cuisine, bah, ça permet qu'ils puissent se dire: «Bah, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Tiens, ce truc-là que j'avais fait à ce moment-là et que je n'avais pas reproduit, ça serait bien de le faire». Et quand on part de l'existant, quand on part de ce qui se fait déjà, bah, ça crée beaucoup moins de difficultés parce qu'apprendre ou faire des choses nouvelles demande de l'énergie. Et je vous montre un exemple de ce qu'on réalise. Fort de ces enseignements, on a créé par exemple un scénario pédagogique qui est une histoire qui s'appelle «L'aventure de l'endurance». C'est un bateau, qui fait des recherches dans les eaux froides avec des scientifiques et à un moment donné, il a été décidé certaines choses sur le bateau qui ont amené des réactions par rapport, au changement qui a été proposé. Et le fait d'avoir ce fil rouge permet d'avoir une histoire un petit peu décalée qui permet et permet au fur et à mesure, par exemple, on a une activité sur les réactions au changement, les grandes réactions. Et on a formalisé, par exemple, des éléments à faire ou à ne pas faire, et le fait de les partager permet que, ah bah oui, tiens, je le fais, et puis ensuite on va compléter en quels sont les autres éléments que vous pourriez faire. Moralité, une fois qu'on aura posé ça, ça permettra de travailler maintenant dans vos changements à vous, par rapport aux réactions, par rapport aux personnes, quoi faire et comment. Vous voyez, stabiliser, c'est revenir en arrière, c'est aussi poser des mots, c'est se servir et des éléments existants et c'est aller plus loin. Alors, on s'en servira aussi dans le changement, là, on le fera au début, puis on le fera régulièrement. C'est-à-dire on va stabiliser, voilà, ça fait 15 jours qu'on a fait ça, alors qu'est-ce qui marche bien? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles difficultés on rencontre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et qu'est-ce qu'on décide de faire la prochaine fois? Et quand on fait ça, c'est du temps investi à valeur ajoutée qui fait que l'équipe se dit: «On en est capable». Donc j'ai commencé par l'étape 4 qu'on fera en étape 0 et qu'on fera aussi en étape 4. Des questions sur la stabilisation et sur la capitalisation? Sachant qu'on va stabiliser et capitaliser, le but, c'est pas d'écrire un roman avec les 350 pages, hein. C'est les quelques éléments clés qui seront utiles, hein. Attention à ce qu'on appelle l'ultra solution, c'est-à-dire on va tout capitaliser, mais en réalité, on fait une bible, de bonnes pratiques que personne ne lit jamais, hein. D'avoir 5 éléments partagés par le même groupe de managers, ça a beaucoup plus d'effet que d'en avoir 50. Donc dites-moi s'il y a des questions, c'est sur cet élément-là? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3. 4, 4,5, 5, c'est bon? OK. Alors maintenant, on va arriver sur le premier, et effectivement, c'est un point très important, ça s'appelle le cadrage. On a tendance naturellement à avoir des réactions automatiques. C'est bien, c'est pas bien. Ce que Kahneman appelle le système 1 et le système 2. Le système 1, c'est ça a l'air bien, ça a pas l'air bien. Et en tant que manager, quand je reçois un changement ou quand je décide un changement, on a tendance à perdre de son point de vue. Ça a l'air bien, donc on y va, ça a pas l'air bien, donc on n'y va pas. À ce moment-là, ça va être de se poser, là, on peut le faire soi-même et avec les membres de l'équipe et de regarder. Attends, dans le changement qu'on va devoir conduire, qu'est-ce qui est prévu? Attends, quels sont les effets? OK, mais aujourd'hui on fait ça, dans 6 mois c'est mis en place, finalement, qu'est-ce que ça change réellement? Et on peut se rendre compte que dans certains cas, qu'il y a des équipes où mon équipe sera pas du tout impactée par le changement, alors qu'une autre équipe sera énormément impactée. Puis on va regarder ce qui change et surtout ce qui ne change pas et pour qui. Parce que ça peut très bien ne pas changer pour la moitié de l'équipe, comme changer pour, pas nous, mais nos interlocuteurs. Avant, on était dans le bâtiment, les gens venaient nous voir. Maintenant, il y aura un truc qu'on appelle un logiciel où les gens pourront poser des questions, on aura des tickets.
bah, finalement, nos interlocuteurs nous verront plus, on verra plus nos interlocuteurs. Et on va regarder qu'est-ce qui change et ce qui ne change pas pour l'équipe, pour moi en tant que manager, hein, parce que finalement, j'avais mon équipe qui était avec moi, je récupère une autre équipe dans un autre endroit. Bah, ce qui va changer, c'est que je devrais me déplacer, que je serai plus avec mon équipe, et cetera, hein. Et point très important, on va communiquer aussi ce qui ne change pas. On a tendance à trop communiquer sur ce qui change. Or, très souvent, dans les changements, il y a plein de choses qui ne changent pas et ça va être un facteur de stabilité. Ne parler que de ce qui change, c'est méconnaître comment l'humain aime changer. Ça change pas, ça change pas, ça change pas. Ce qui va changer pour nous, c'est ça. Et voilà concrètement comment on va s'y prendre. Enlève énormément de tension. Donc, première chose, on va cadrer. Et on va le faire vis-à-vis de ce qu'on sait du projet, on va regarder avec l'équipe, on va se poser en disant: «Bah, tiens» et cetera. D'accord? Et donc, si on regarde, on a pris un exemple, hein, on va regarder après les écarts et on va se dire: «Qu'est-ce qu'on devrait faire?» Je vous montre un exemple. Alors soit on prend un cas réel de l'entreprise, on va déménager, on va se regrouper, dans ce cas-là, autant bosser dessus. Soit on prend des cas des participants, soit alors on prend un cas fil rouge. Vous voyez, par exemple, là, on a créé un cas qui s'appelle Koala City. C'est une histoire dans laquelle il va y avoir des changements liés à la création d'une réserve pour les oiseaux. Et ça permet aux participants de s'approprier la démarche d'analyse des effets et des impacts sur une population. Et une fois qu'ils se sont appropriés cette méthode, ils l'utilisent sur leur propre changement. Vous voyez, ça va dépendre en fonction de est-ce qu'on a un groupe qui est sur le même sujet, est-ce qu'on a des personnes qui ont le même type de sujet, ou si on a des personnes qui ont des sujets très différents. Temporairement, on va prendre des sujets qui parlent à tout le monde et ensuite on fera le lien de et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Et c'est important parce que la majorité des organisations qui décident d'un changement, c'est impossible d'analyser les effets réels sur une équipe en particulier, hein. Et on prend 3 équipes à 3 endroits différents, sur 3 sites différents. Peut-être que pour une équipe, pour des raisons X ou Y, le changement est faible, alors que pour notre équipe, elle est énorme. Et la valeur ajoutée d'un manager, c'est de cadrer. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change pas? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Par quoi on démarre? Et vous seriez étonné, enfin, moi ça m'étonne plus, hein, le nombre de fois où des projets qui incluent des changements majeurs, bah, finalement ce qui est prévu, c'est une présentation, c'est un PowerPoint et c'est une outline. Non, non, c'est le fait de rajouter des éléments, de co-construire avec les membres de l'équipe qui va me donner du leadership. Donc première chose, cadrer. Poser des questions. Deuxième étape, hein, une fois qu'on a cadré, alors on reviendra après sur la table de cadrage, parce qu'en avançant, on va regarder qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a changé. Si au bout de 2 mois, on est lancé dans le changement, patatras, on me dit: «Il y a la moitié, du changement qui va se faire, le reste se fera plus tard», bah, je vais regarder à nouveau, tiens, bah, par rapport à ce qui était prévu, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça change pas? Et ce moment est précieux parce que ça permet soit d'éviter les fantasmes: «Ouais, ça va être génial», soit d'éviter la fin du monde: «Ah, ça va être horrible». Deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, alors c'est en même temps, on va se préparer, hein, et ça va être important. Alors je vous ai mis à droite quelques éléments qu'on va mobiliser, c'est des choses qu'on utilise, mais on va doser entre le directif, le participatif et le collaboratif. Alors oui, je sais, le collaboratif, c'est très bien, il y a plein de choses qu'on fera en collaboratif, mais dans un changement, il y a besoin de nous donner un cadre, de donner une direction, de donner des étapes. Alors quand on parle de directif, on ne parle pas de dictatorial. Hein, ça peut être, voilà, dans un mois, il faut qu'on ait fait ça, voilà les objectifs qu'on va atteindre et voilà les 3 étapes. Voilà, on va être directif, on va donner un cadre. Maintenant à l'intérieur, on va être participatif. Voilà, par rapport à ce qui c'est à ce qui est prévu, on va faire des ateliers pour voir ce qu'on va rajouter, ce qu'on va modifier, ce qu'on va faire de particulier. Et puis collaboratif et sur ce sujet-là, faites-moi des propositions. Et c'est le fait de doser les 3 qui va permettre d'avancer. Alors, si le changement est un changement d'urgence, on va être directif beaucoup et un peu participatif et collaboratif. Si c'est un changement qui vient de l'équipe, sur lequel on va associer l'équipe, on va être collaboratif, participatif, mais on va quand même donner des cadres pour éviter que ça parte dans tous les sens. Et surtout pour éviter que deux, trois personnes prennent le pouvoir sur les autres. Point très important, hein, transformer des ambitions en plan d'action. C'est concrètement comment on va faire. J'en parlais tout à l'heure, il y a souvent beaucoup de quoi et de comment. Voilà, on va mettre en place une nouvelle organisation et voilà comment ça va se dérouler. Ça, c'est très bien, mais c'est de la communication projet.
La communication changement, c'est de rajouter du pourquoi. Pourquoi on le fait? À quoi ça va servir? À qui ça va bénéficier? Quels bénéfices on peut en retirer? Parce que le fait de changer a des inconvénients, mais ça peut être l'occasion de se réorganiser, de partager certains éléments ou autres. Et puis le qui va être impacté et comment concrètement nous allons ensemble. Voilà, on doit dans 2 mois faire ça, maintenant voilà comment on va s'y prendre. Bah, dans un premier temps, avec Michel et Laurence, on va regarder ça et puis ensuite, ça s'appelle associer les acteurs et co-construire. Donc déjà, regarder ce qui est prévu et comment on va l'adapter à notre équipe et puis surtout comment on va ajouter ce qui manque et puis, bah, est-ce qu'il y a besoin de ressources? On va les négocier et s'il y a pas besoin de ressources, comment est-ce qu'on les met en œuvre? Et puis adapter le plan de transition parce que même si votre organisation a fait un plan de transition, l'important c'est de l'adapter au réel de l'équipe. Et là, en associant les membres de l'équipe, on va arriver à quelque chose de beaucoup plus adapté et en plus, on va travailler sur rendre les personnes capables d'eux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plus on aura préparé, mieux ça se passera, mais ça n'empêchera pas d'avoir la vallée du désespoir. Hein, on est intervenu pour un client qui régulièrement faisait des changements où ça se passait pas bien, en faisant le cadrer et préparer avec les managers. Ils nous ont dit qu'après, ça s'était nettement mieux passé que prévu et le fait d'avoir réduit, d'avoir déminé pas mal de choses qui se prenaient habituellement dans la phase de transition avait fait qu'ils avaient eu de la bande passante pour régler les quelques problèmes qui étaient apparus et que ça avait changé les choses. Une fois qu'on a préparé et qu'on s'est préparé, ça va être aussi un point important, ça va être de se dire: «Mais après tout, pour embarquer les équipes dans le changement, leur présenter avec un PowerPoint, leur parler des éléments, ça peut être intéressant, mais comment on peut leur faire vivre à l'avance?» Et c'est là où on peut mobiliser, quelque chose qu'on pratique depuis des années, ça va être d'utiliser, des kits de formation, des serious games ou autres, pour amener les personnes à se projeter. Hein, je vous mets en haut un plateau de jeu très simple qu'on avait créé, qui permettait à une organisation qui allait changer sa façon de s'organiser, de voir de façon décalée la situation actuelle, puis il y avait la présentation de ce qui allait changer et puis de façon modélisée dans le jeu, on mettait en avant en quoi ce qui allait changer allait modifier la façon de fonctionner. C'était très simple, c'était absolument, très très impartial, il y avait pas de on vendait pas le changement, mais ça avait permis aux personnes de se projeter et de voir l'intérêt de ce qui allait être fait et surtout de les conditions de réussite pour que ça fonctionne. Et vous avez en bas à droite une organisation qui a mis en place, SAP dans son organisation et on avait modélisé, le parcours d'un produit au sein de cette organisation et avec des activités permettant de voir ce qui allait changer, hein. C'est l'atelier qui, au dire des partenaires sociaux, avait permis aux acteurs de se rendre compte que finalement, le changement pouvait être utile et comment on allait y arriver. D'accord? Donc ça va être comment on va équiper et dans les 2 cas, on a créé les kits, on a formé les managers qui ont animé, alors, les serious games, sont des contenus sur étagère. Alors, ce sont des choses qu'on a créées. Oui, on peut les redesigner, comme on est des spécialistes. Alors le prochain webinaire en mars, c'est un webinaire sur la gamification pédagogique et la ludopédagogie. Donc je reviendrai sur ces éléments-là, mais tous ces éléments, on les crée à façon, parce que chaque changement est différent, mais on va aller chercher les meilleures pratiques de 30 ans d'existence et de création de ce type d'action. Alors, donc maintenant, voilà, on s'est préparé et puis à ce moment-là, on passe. Alors on passe dans le modèle que je vous ai présenté, hein, il y a un modèle linéaire, mais on a plein de changements en même temps, il y a plein d'à-coups et cetera. Là, on est bien sur un modèle de présentation et ce qui va être important, ça va être d'avoir des boucles de feedback rapides. Trop souvent dans les changements et une fois que c'est lancé, on passe à autre chose et c'est pas uniquement, volontaire, mais si l'équipe projet a été missionnée pour déployer l'outil, bah, une fois que l'outil est déployé, elle passe à autre chose. Alors que le manager, il se retrouve, lui, à devoir accompagner le truc. Donc c'est pour ça que si on l'a anticipé, qu'on a regardé: «Tiens, qu'est-ce qui est prévu?» on va pouvoir éventuellement proposer ou demander des choses qui permettront de continuer à accompagner, d'accord? Et de faire des boucles rapides, de pas attendre 2 mois ou le prochain problème pour en parler. Et c'est là où on va travailler sur accompagner et adapter, ça va être présent après le lancement, hein. Le projet s'arrête pas quand la solution technique est déployée. C'est pas le jour où on a déménagé que le changement s'arrête.
Hein. Le changement sera passé quand, après le déménagement, les équipes ont retrouvé de nouvelles habitudes, que ça fonctionne et qu'elles sont à l'aise dans la nouvelle situation. Hein. Donc il ne suffit pas de lancer, il faut continuer et finir. Et c'est là où est la grande valeur ajoutée du manager et de ses équipes. Autre point, hein, ça ne se passe jamais comme prévu, hein, on va prévoir, hein, et puis on va s'adapter et on va chercher des gains rapides. On va regarder d'abord les réussites. Tiens, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Qu'est-ce qui fonctionne? Et puis, bah, tiens, qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on devrait faire évoluer? Hein, et puis comment et le fait de l'avoir prévu et de le mettre en œuvre permet effectivement de renforcer. Alors on est bien d'accord, le manager doit s'assurer que ça soit fait, c'est pas pour autant lui qui va tout faire. Mais prévoir dans les plannings des moments où on va se poser en disant: «Bah, allez, retour d'expérience rapide, ça fait 1 mois qu'on est là-dessus ou 15 jours, alors qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on a découvert, qu'est-ce qu'on devrait améliorer?» permet, comme dans la tempête, de se dire: «J'ai un capitaine ou une capitaine qui tient la barre, on en est capable et ça va bien fonctionner». En tout cas, mieux fonctionner et ça, c'est un élément important et puis ensuite, quatrième étape, bah, on va retourner surstabiliser, hein, donc si on regarde, hein, juste pour revenir un petit peu sur le point et ce modèle, il est simple à présenter, hein, parce que son objectif, c'est qu'il soit opérationnel. Mais effectivement, premier point, très important, cadrer. Éviter les réactions, «Ouais, c'est génial», ce qu'on appelle l'adhésion. «Oui, oui, hein, c'est comme en formation, le digital, c'est génial». Attends, de quoi est-ce qu'on parle déjà quand on parle de digital? C'est quoi? Et puis ça change quoi? Et puis c'est pour qui? C'est quoi? On va tout en digital, on va mettre des modalités, vous voyez? On va cadrer, hein, on va résister au fait de «c'est génial» ou «c'est nul». Et puis qui est impacté, par qui, à quel moment? Et on va le faire soi et on va le faire avec les équipes. C'est important d'associer des membres de l'équipe ou toute l'équipe en disant: «Bah, regardons dans le changement qui arrive, posons ce qui arrive, qu'est-ce qui va changer? Moralité, qu'est-ce qu'on doit faire pour réussir?» Deuxième étape, on va se préparer, on va communiquer, on va écouter, on va tenir compte, on va former pour rendre les personnes le plus capables possible avant, hein. On va organiser le comment ce changement va se passer. Une fois qu'on aura passé, c'est quoi le plan de transition après? Qu'on modifiera et puis ensuite, on va accompagner, on va adapter parce que ça ne se passe pas comme prévu et c'est normal, hein, c'est normal, c'est un changement. Puis on va communiquer sur les premières réussites et puis on va former. Alors former qui peut être, partager des bonnes pratiques, demander: «Ah bah tiens, Paul, qui lui depuis une semaine, s'est mis dessus et qui a l'air plutôt à l'aise, bah, il va former, il va accompagner les membres de l'équipe» et peut-être qu'en amont, il y a deux trois personnes dans la préparation où j'aurais investi un peu plus de temps pour qu'ils soient à l'aise, de façon en l'ayant fait avant, quand les autres basculent, ils ont déjà, ces éléments sur lesquels ils sont plus à l'aise, moralité, pour pouvoir accompagner d'autres personnes, d'accord? Voilà et enfin, dernière étape, ou qui peut être la première étape, hein, et qui peut être fait à plein de moments, on va stabiliser et capitaliser. Capitaliser, qu'est-ce qui a bien marché et pourquoi? Dans la conduite du changement, dans notre façon de travailler ensemble, dans notre façon de nous y prendre. Qu'est-ce qu'on peut formaliser qui pourra servir? Et puis, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire évoluer? Parce que finalement, on se rend compte en avançant qu'il y aurait besoin d'une V1.1, d'une V1.2, d'une V1.3 et c'est aussi quelque chose qu'on va faire avec des managers. C'est-à-dire quand on va accompagner des managers, on va faire ça. On va stabiliser, on va cadrer. Qu'est-ce que vous faites déjà? Qu'est-ce qui devrait changer ou pas changer, et cetera? Et on va les former aussi à faire ça avec les personnes qu'ils ou elles accompagnent. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces 4 dimensions? Est-ce qu'il y a des points sur lesquels vous aimeriez que je revienne? Ou s'il y a des choses à compléter? Ça peut être très simple, hein, ça peut pour des personnes qui ont des ne pensez pas uniquement à des managers qui ont des difficultés par rapport à des changements, hein. Il y a beaucoup de managers qui ont plein de bonnes pratiques. Quand on démarre en leur disant: «C'est quoi vos bonnes pratiques?» ils nous listent en général, plein de choses. Simplement, le comment est-ce qu'on le fait de la façon la plus efficace, ils ont jamais pris le temps, on n'a jamais prévu de temps pour formaliser. Alors je regarde s'il y a des questions. Mélanie dit: «Claire, c'est merci». Ouais. Alors, on peut rajouter après des sous-étapes, hein, mais pour des managers, et pour l'avoir fait un grand nombre de fois, ça leur parle. Après, ça peut être, un
un changement personnel, c'est-à-dire moi en tant que manager, je décide à l'intérieur de mettre ça en œuvre. Ça peut être un changement d'une personne, de l'équipe, demandé par l'organisation. Ça peut être, un changement qu'on va faire avec une autre équipe. Et donc, si on regarde renforcer la capacité des managers à conduire les changements, alors je ne vous l'ai pas répété 2 fois, hein, manager le changement, on va retrouver 2 éléments importants. Donc manager les changements actuels et c'est super intéressant parce que quand on fait ça, beaucoup de gens nous disent, beaucoup de managers et à juste titre nous disent: «Ah mais finalement, ah oui alors ça je l'ai fait déjà, ah bah ça je l'ai fait, ah bah ça non je l'ai pas fait cette fois-ci, mais j'aurais dû le faire, ah bah oui mais effectivement», hein. Ce qui permet d'identifier, même principe, qu'est-ce que vous continuez à faire parce que ça fonctionne déjà? Qu'est-ce qu'il faudrait faire un petit peu plus ou un petit peu moins, mais vous l'avez déjà fait à un certain moment? Et qu'est-ce qu'il faudrait démarrer et qu'est-ce qu'il faudrait réduire? Voilà, donc on arrive au bout de cette présentation que je voulais faire sur la renforcer la capacité des managers à conduire le changement et je vous propose qu'on ait une petite séquence de questions-réponses. Donc si vous avez des questions ou des points sur comment on met en œuvre, comment on peut faire et cetera, c'est avec plaisir, ou une question sur la mise en place, enfin vous voyez le voilà, c'est l'occasion. Alors, c'est difficile quand la direction veut changer les organisations en allant dans tous les sens. Alors, on peut avoir quelquefois une décorrélation, Nathalie, entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe, dans les directions. Il y a ce qu'on appelle quelquefois la frénésie. C'est-à-dire que l'organisation, la direction se rendant compte qu'il y a besoin que ça bouge, du jour au lendemain, lance tellement de projets en même temps que au lieu d'améliorer le jeu, c'est pire qu'avant, hein. Le La frénésie, c'est le meilleur moyen en partant dans tous les sens, d'aller nulle part. Heu, on a on a travaillé avec une organisation où pendant des années, ils avaient rien fait parce que ça se passait plutôt bien, ils étaient leaders, et cetera. Et puis ils se sont fait rattraper par la concurrence et la direction générale a lancé 42 projets stratégiques en même temps, sans accompagner les équipes sur ce que c'est qu'un projet stratégique, sans accompagner les directions sur ce que c'est que de piloter un projet. Moralité, tous les gens ont bossé pour rien, parce que quand ils ont amené des solutions, on leur a dit c'est pas ça. Moralité, c'était la loose totale. Donc effectivement, quelquefois, ça va être important d'amener les directions à faire du pilotage de projet et à prioriser, parce que sinon, hein, c'est un risque de s'épuiser. Alors, la démarche n'est-elle pas différente selon la nature des changements, Catherine? Oui, bien évidemment, hein, comme tous les cadres, ce qui est intéressant, hein, c'est comme toutes les méthodes, c'est comme tous les process, ça permet de poser et après on va se dire: «Tiens, dans le changement qu'on va mobiliser, quels sont les éléments qu'on va modifier?» Mais comme on a un cadre, c'est plus facile de le modifier. Je vous donne un exemple. On a intervenu pour une organisation où avant le changement, ils ont demandé à l'ensemble des collaborateurs leurs souhaits par rapport à la situation future et c'était la liste au Père Noël. C'est ce que m'ont dit les managers. Moralité, quand ils ont changé, tout le monde a été déçu, hein. Tout le monde a été déçu parce qu'on n'a pas eu tout ce qu'on avait demandé. Pourquoi? Bah, ils avaient oublié de cadrer. S'ils avaient démarré en disant: «Voilà à quoi on va aller, voilà les contraintes, voilà les marges de manœuvre, voilà ce qui est prévu. Maintenant à l'intérieur, qu'est-ce que vous recherchez?» Ils auraient moins eu cette liste au Père Noël, hein, alors la démarche n'est-elle pas différente? Oui, finalement, il faut beaucoup communiquer et suivre. Mais communiquer, Catherine, oui, mais la communication changement. Attention, beaucoup de managers et d'équipes projet communiquent sur le projet. On va faire ça et voilà les étapes. Mais moi collaborateur et attention, tous les managers sont des collaborateurs, hein. Quand je parle de manager, c'est à tout niveau hiérarchique, hein, heu. Quand on communique sur un outil ou une solution ou des étapes, ça amène peu de choses. On va communiquer aussi sur voilà concrètement comment on va faire. C'est pas dans 2 mois on déménage. C'est voilà à quoi on va arriver. Moralité, dans 2 mois, on va déménager. Moralité, bah, très rapidement, en petit groupe, vous allez regarder, voilà, puis ensuite on fera ça, puis on fera ça. C'est On va donner des actions et des étapes qui permettent d'ajuster progressivement, hein. C'est pas que de la communication d'informations, hein. Mais suivre, c'est super important. C'est souvent ce qui manque. Je reviens, hein, sur sortir de l'urgence urgente. Le risque étant, un changement est lancé, quand il marche bien,
on n'en parle pas. Quand il marche pas bien, soit on n'en parle pas, on n'en fait rien parce qu'on passe à autre chose. Moralité, ce qui reste dans les équipes et chez les managers, c'est que ça marche pas, hein. Alors Nathalie, je me suis trouvé dans cette situation, je suis parti en courant. Moi, quelquefois, en tant qu'intervenant extérieur, quand j'arrive dans certaines situations, alors souvent, c'est des clients avec qui on travaille pas, hein, je me dis: «Ouh là, les pauvres gens». D'accord. Alors, quelquefois, l'ensemble des projets, ça peut être un manque de coordination où chacun à son niveau lance des trucs sans forcément se coordonner avec ses collègues, hein. Donc, bah, ça veut dire qu'il y a des éléments à travailler. Ça peut être un peu de coordination, d'avoir quelqu'un qui filtre ou autre. Alors, la difficulté de piloter le changement est lorsqu'on n'a pas la capacité à se projeter après le changement. Oui, alors, je suis intervenu pour une organisation, à la demande, la direction générale était passée 3-4 mois avant et avait annoncé que tout allait changer, que ça allait être, le renouveau, la révolution, et qu'ils allaient revenir très rapidement pour leur dire comment ça allait se passer. Sauf que 3 mois après, bah, ils étaient pas revenus. Hein, c'était une grande direction internationale, ils étaient pas revenus. Moralité, dans l'endroit où je suis allé, les gens étaient sous stress, certains avaient démissionné, il y en a qui voulaient rien faire en disant: «Bah, attendons qu'on ait de l'information». Moralité, il y avait une vraie difficulté à se projeter sur le changement. Donc ils m'ont demandé: «Qu'est-ce qu'on peut faire?» J'ai dit: «Bah, déjà, première chose, soit vous avez la baguette miraculeuse ou vous avez des dons de voyants, et de prévisionnistes, dans ce cas-là, on peut aller. Soit alors vous attendez, mais votre équipe, vos équipes, elles attendent de vous qu'il se passe quelque chose, hein, OK, après la tempête, il y a plus de vent, bah, qu'est-ce qu'on fait quand il y a plus de vent?» Et je les ai fait travailler sur, bah, tiens, bien évidemment, quand ils vont revenir, ils viendront un de ces jours, ils vont revenir en vous disant: «Voilà ce qu'on veut». Prenez les éléments qu'ils vous ont donnés. Ils avaient donné des éléments sur ce qui allait changer, ils n'avaient pas donné d'éléments sur le comment ça allait changer. Je dis: «Bah, vous travaillez et par rapport aux éléments que vous avez, vous anticipez. Bah, tiens, ils nous ont dit que, comment on pourrait préparer, comment on pourrait, déjà avoir des propositions à faire, comment on pourrait formaliser certaines choses». Donc en donnant des objectifs de préparons-nous pour les changements qui viennent, profitons-en pour poser des choses, pour être force de proposition. Quand la direction est revenue quelque temps plus tard, la direction a été extrêmement surprise, du côté positif, d'avoir les Français, parce que c'est une boîte internationale qui avait l'impression que les Français étaient jamais pour, que les Français soient force de proposition et la grande majorité, des choses qui avaient été prévues par le site français a été pris en compte, alors que s'ils avaient rien prévu, les étrangers leur auraient sûrement demandé de faire comme était prévu dans tous les pays. Alors je dis pas que c'est magique, hein, on est d'accord, hein, mais à leur niveau, les managers ont pu mettre en dynamique les équipes, hein. Alors ça peut pas durer 10 ans, hein, on est d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, par rapport à ça? Hein, mais c'est dites-moi, d'autres questions ou des points ou des choses que vous aimeriez, que je vous partage? Parce que si je devais rentrer dans chaque élément, là, ça prendrait du temps parce que le but, c'est pas enfin, les présenter, après comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on adapte, comment est-ce qu'on communique, comment est-ce qu'on fait cette analyse? Mais la démarche déjà permet d'avoir beaucoup de managers qui se rendent compte que finalement, on s'en sort pas si mal et à condition de faire ça, ça et ça se passerait quand même beaucoup mieux. Hein, et souvent, c'est cadré et stabilisé. C'est les 2 points qui manquent. Si j'ai pas cadré, je prépare pas de façon adaptée. Si j'ai pas stabilisé, je tire pas enseignement et les équipes ont l'impression qu'on n'en est pas capable. J'attends quelques instants pour voir s'il y a une dernière question. Alors j'en profite pour remettre juste, ce qu'on fait et ça, c'est quelques exemples, hein, j'aurais pu faire 3 pages, hein. Mais comme on intervient à différents niveaux et sur le contenu, et sur le contenant et sur le sujet et sur le fait de renforcer les équipes projets, les managers, les équipes, les directions, ça permet de voir que finalement, souvent, il manque peu de choses, hein, mais en focalisant sur les managers, on peut avoir beaucoup de retours sur investissement. Il est 15h59. Il nous reste 30 secondes. C'est quoi le point que vous retirez de ce webinaire? Le truc finalement, alors soit vous le faisiez déjà et c'est très bien, soit alors le truc où vous dites: «Ah ouais, tiens ça c'est un truc malin, j'ai bien fait de venir». Dites-moi. Sachant que vous aurez mon support, hein, donc vous pourrez regarder ça tranquillement et puis vous avez, si vous voulez rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, vous avez en haut
de la page un lien et si vous avez une problématique, une question, un point sur lequel vous souhaiteriez qu'on vous aide ou qu'on vous accompagne, pareil, vous vous connectez, et puis on répondra avec plaisir. Alors dites-moi, donc évaluer son propre rapport au changement. Oui, oui, hein, le moi, ce que j'appelle la résistance exploratoire ou l'exploration résistante. C'est bien, mais est-ce que c'est bien vraiment pour qui? Hein, évaluer son propre rapport au changement, ni trop pour, oui, de la méthode, oui, mettre un peu de méthode, mettre un peu de voilà, c'est hein, capitaliser sur les réussites, point très important, tout à fait. Commencer par stabiliser et capitaliser et nous, quand on fait cette activité, souvent on dit: «Bah, c'est quoi les changements réussis de ces 10 dernières années?» Souvent les équipes nous regardent en disant: «Bah» il y a un grand silence et puis ils commencent à noter, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. OK, mais qu'est-ce que vous avez fait pour que ça réussisse? Puis avec le recul, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Puis ensuite, bah, quels sont les changements en cours et comment on peut utiliser ce qu'on a vu avant? Oui, préparer à partir d'une situation un peu stable et lancer ensuite les actions. Organiser la démarche en anticipant le changement. Communiquer sur ce qui ne change pas. Point très important. En gros, rassurez-vous, non mais alors les gens trop convaincus ont tendance à dire: «Vous allez voir, c'est génial, c'est nouveau, ça change tout, et cetera». Mais ça, c'est que les gens convaincus par leur propre sujet. Les gens qu'on veut convaincre et qui font le boulot, bah, eux, si on leur dit: «Voilà, vous allez voir, c'est bien». En plus, la bonne nouvelle, c'est que ça change pas, ça change pas, ça change pas. Maintenant, ce qui change, c'est ça concrètement et voilà concrètement comment on va s'y prendre ensemble pour y arriver. Mais ça change beaucoup de choses. Donner le sens, le pourquoi, hein, pourquoi est-ce qu'on le fait? Et dans pourquoi est-ce qu'on a choisi de le faire? Et vous avez des personnes qui peuvent y perdre dans le changement. Alors je dirais pas qu'elles feront youpi s'il y a du sens, mais le fait d'avoir du sens permet de mieux vivre le changement, hein, le pourquoi on le fait, qu'est-ce qui nous amène à changer, comment en profiter et être d'accord sur le vrai sens, hein. On avait une organisation, on on les avait ils disaient parce qu'ils avaient réorganisé les équipes et on savait que c'était pour gagner du mètre carré et ce qu'ils communiquaient, c'était, «Oui, ce qu'on veut, c'est de la proximité au sein des équipes». Personne n'était dupe. On leur a dit: «Mais arrêtez de communiquer sur le fait que vous souhaitez faire du rapprochement d'équipe en mettant 2 personnes dans le même bureau où avant chacun avait son bureau. Dites: "Voilà, bah, pour des raisons économiques, pour des raisons environnementales, pour des raisons d'activité, on doit réduire les mètres carrés. Maintenant, on va donc regrouper les personnes, bah, profitons-en pour, se poser et voir comment mieux travailler ensemble, comment mieux interagir, comment profiter de ce changement pour en avoir des bénéfices." Bah, le fait d'avoir un discours de vérité et en même temps, de transformer un élément un peu contraignant en bénéfice, a fait que, bon, au début, les gens n'étaient pas forcément très contents, mais finalement, comme le sens était réellement affiché et qu'on essayait malgré tout d'en tirer des éléments positifs, ça a beaucoup mieux marché qu'avant. Voilà, on arrive au bout de cet a atelier. Je vous remercie d'avoir participé, d'avoir échangé, d'avoir posé des questions. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous qui regardez en replay, si vous avez des questions, vous avez donc, co rentrez en contact avec nous, avec moi. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de très bons changements et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à vous, merci. Merci, merci, merci. Donc, hein, vous allez avoir mon support. Alors, hein, je voilà, je c'est fait pour ça, voilà. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, top, j'arrête l'enregistrement. Merci encore, merci, bonne journée, bonne journée. Au revoir.